Vulgaire. Aujourd'hui dans Vulgaire, on va parler du MLF, le mouvement de libération des femmes. Mais alors c'est quoi un mouvement de libération ? Eh bien moi par exemple, c'est quand j'entends dire que Depardieu, il fait la fierté de la France. Voilà, ça me donne envie de faire un grand mouvement de libération de mon majeur, se déployant vers le ciel. Après c'est un petit exemple, hein. C'est pas exactement de ça dont on va parler, c'était juste une petite parenthèse que je referme, voilà. Very cool. Cool. Il y a quelques années, au tout début de ma carrière, donc je vous parle de ça il y a bien au moins 10 ans, au moins, voire même presque 14 ans, 13 ans, je sais plus. Bref, c'était il y a très longtemps quand je commençais, j'étais une jeune humoriste, j'étais pas du tout féministe, j'étais vraiment pas du tout éduquée, on va dire. Et j'avais participé donc à l'anniversaire du MLF. Et devant toutes ces militantes, j'avais fait tout un sketch pour dire que oui, il y avait le MLF, mais il fallait aussi créer le MLMP, le mouvement de libération de mon père, parce que mon père, il faisait plein de trucs à la maison. Et rétrospectivement, mais quelle honte, j'y pense hyper souvent. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais c'était vraiment inadmissible. Devant toutes ces militants, enfin vraiment, j'avais pas compris la moitié des choses, quoi. Enfin, même rien du tout, je pense. Donc, je suis contente, en tout cas, d'en avoir appris un peu plus sur le MLF aujourd'hui et de vous en parler. Bon, vous l'avez compris, moi, le MLF, j'y connaissais pas grand-chose. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le mouvement de libération des femmes est un nom donné par la presse à l'ensemble des actions et des collectifs féministes de la première moitié des années 70 en France. Ces collectifs naissent des groupes de parole formés en non-mixité dans les universités, notamment à la Sorbonne, occupée en mai 68. Ils s'inspirent du mouvement de libération féministe américain qui s'inspire lui-même du radicalisme et des formes d'organisation des mouvements séparatistes américains comme les Black Panthers, qui refusaient de militer dans des groupes comportant aussi des personnes blanches. La non-mixité, c'est pas le fait d'inscrire ses enfants dans une école privée quand on est membre du gouvernement, non. C'est surtout le fait de refuser de discuter dans le même espace et avec des personnes responsables des oppressions qu'on subit. En gros, c'est un peu le même principe que les syndicats qui n'invitent pas les patrons à leurs réunions. Une des militantes de la première heure, Thérèse Claire, a dit que pouvoir discuter entre femmes uniquement a été comme, je cite, « une aurore, un coup de tonnerre absolu de réaliser qu'on n'était pas seul et qu'on n'avait pas à avoir honte. » Comme une aurore, c'est magnifique cette phrase, non ? Et oui, ça fout les poils pas épilés. Les féministes à l'origine du MLF ont aussi constaté que, en mai 68, les hommes n'ont pas assez écouté et porté les revendications des femmes. Par exemple, quand ils dénoncent les emplois précaires, ils ne précisent pas que ce sont les femmes qui les occupent en majorité. Elles veulent parler d'une, je cite, « classe sociale des femmes ». Se réunir sans les hommes, ça permettait de discuter de plein de choses comme les inégalités vécues dans l'emploi, la famille, la société en général donc, mais aussi de la maternité, la sexualité et l'avortement. La première réunion publique a lieu à Vincennes en 1970, mais les premiers groupes de parole et de réflexion sont créés dès 1967. Les militantes de la première heure, comme Christine Delphi et Monique Wittig, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode, ont raconté que leur première action publique, c'était d'aller déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, au pied de l'Arc de Triomphe, mais pas pour lui, non, pour sa femme. Elles le font le même jour qu'une grève des femmes américaines, le 26 août 1970. Et ce qui est fou, c'est qu'elles étaient une dizaine et qu'elles n'avaient que 4 banderoles, dont une qui disait « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme ». Alors elles n'ont jamais réussi à déposer la gerbe car elles ont été arrêtées par la police sur le chemin. Mais comme c'était l'été et qu'il se passait pas grand-chose d'autre dans l'actu, les journaux ont publié des photos et ils ont titré que c'était l'action du mouvement de libération de la femme, en majuscule. C'est ainsi que le mouvement s'est nommé. Alors apparemment, la police avait 4 cars grillagés, mais les féministes étaient seulement une petite dizaine, donc elles ont été embarquées en voiture en criant pimpon, parce qu'elles étaient vexées de ne pas avoir eu le droit à une vraie sirène de gyrophare. Le MLF naît donc paradoxalement d'un gros titre un peu réac de la presse, et les activistes comprennent que si elles veulent changer la société, une de leurs meilleures armes, avec la colère bien sûr, ce sera l'humour. Bon, mais pourquoi elles sont en colère ? Eh bien, pour rappel, à cette époque, les femmes n'ont le droit de vote que depuis une trentaine d'années et l'avortement est encore illégal. Les femmes sont moins bien payées que les hommes à niveau de diplôme égal et lorsqu'elles travaillent, c'est majoritairement dans l'industrie légère, l'agriculture ou dans le secteur des services tels que la comptabilité, le travail domestique, les soins infirmiers, le secrétariat, le travail de bureau et il est bien sûr attendu qu'elles plaquent toute leur carrière dès qu'elles se marient et font des enfants. Non, on ne contracte pas. On ne contracte pas. Les femmes qui portent ce mouvement ne se revendiquent pas comme intellectuelles. Elles sont travailleuses, ouvrières et mères de famille. Leur interrogation est à la fois sociale, mais aussi plus intime. Comment gérer les hommes et comment avoir des rapports sincères avec eux dans un monde inégal ? En fait, le but des militantes, c'est de changer la société, mais aussi de changer le quotidien. Jouer à destin pour changer de vie. Ce qu'elles veulent faire, c'est s'attaquer à l'opinion publique en passant par la prise de conscience. Si en discutant, on réalise qu'on est plusieurs à avoir le même problème, alors on sort de l'intime et ça devient un problème politique.
Delphine Seyrig a dit qu'elle avait un féminisme inconscient avant le MLF, car elle essayait de se conformer à un rôle tout en le trouvant gênant. On pouvait aussi ne pas se dire féministe, mais constater que le travail domestique gratuit est injuste. À l'inverse, d'autres femmes rejettent totalement le mouvement car c'est douloureux de se reconnaître dans la femme dépeinte par le mouvement, soumise à son mari, son patron et ses enfants, pas forcément désirée. Quant aux hommes, ils sont pas chauds, comme on peut l'entendre dans ce micro-trottoir en 1982. Vous êtes féministe ? Je suis pour la femme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? J'ai besoin de ma femme. La libre disposition de son corps et des luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement libre et gratuit sont un des premiers moteurs du MLF. Nous lutterons jusqu'au bout pour la contraception et l'avortement libre et gratuit, lit-on dans le premier numéro du journal Le Torchon Brûle, un menstruel. Et pas un mensuel, évidemment, car il sort régulièrement, un petit peu comme le cycle menstruel. En avril 1971, aux côtés de femmes célèbres, actrices ou écrivaines, de nombreuses militantes du MLF co-signent le Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir et publié par le Nouvel Observateur. Les signataires s'exposent à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à des peines de prison. Et si vous voulez en savoir plus, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 55 de Vulgaire avec Pauline Delabroix-Allard. En novembre 1971, le MLF appelle à une grande manifestation féminine. Les militantes emblématiques du mouvement, ce sont Anne Zelensky, Antoinette Fouque, Monique et Gilles Wittig, Jacqueline Feldman, Thérèse Claire. Mais elles insistent beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de leader. C'est vraiment une réunion de plein d'associations et de collectifs. La manifestation réunit environ 2000 femmes sur le parcours qui va de la place de la République à la place de la Nation à Paris. Pour celles et ceux qui pensent que les femmes, et particulièrement féministes, ne sont pas marrantes, vous allez être servis car ce sont vraiment pas les dernières en slogan, comme par exemple « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette » ou « Un homme sur deux est une femme » ou encore « Mariage, piège à con » ou encore « Nous sommes toutes des avortées ». Alors attention, elles font pas que des punchlines, elles font aussi des chansons, et leur talent de parolière participe au succès des chansons de manifestation. Les militantes disent que ce qui est très fort aussi, c'est qu'elles riaient énormément, et ça, la joie dans la lutte, ça me fait un peu chialer, on va pas se mentir. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Les revendications du MLF sont particulièrement hétérocentrées à l'image de la société de l'époque, mais il y avait énormément de lesbiennes dans les groupes de travail et de réflexion. Et selon Monique Wittig, l'hétérosexualité est le système politique dominant, et c'est le militantisme lesbien qui permet de lutter contre les discriminations, y compris celles qui touchent les femmes hétérosexuelles. Cet apport est assez invisibilisé et des militantes lesbiennes participeront à l'émergence du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le phare, en mars 1971, impulsé notamment par Françoise Daubonne, puis le collectif Les Gouines Rouges. En juin 1974, le MLF appelle à la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur lit, de leur maison. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. On est bien réunis et plus besoin d'eux. On peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux. La grève des femmes, c'est une grève du travail domestique, puisqu'il n'est ni payé ni reconnu, du travail sexuel et une grève du réarmement démographique, une grève des utérus, donc de faire des enfants. Désolée, j'ai fourché en comparant avec le réarmement démographique, c'est pas pareil, Oh, non, parce qu'en 2024, on nous réduit pas notre corps comme outil de guerre. Non, j'ai du mal à comprendre, pardon. Non, mais c'est vraiment pas possible qu'on en soit encore là. Bah oui. Bref, le MLF a bouleversé la vie de millions de femmes, mais malheureusement, ses acquis sont toujours en danger. C'est un rappel constant qu'on n'obtient rien en demandant gentiment. La constitutionnalisation de l'IVG, c'était seulement le 8 mars dernier, et ça parle de liberté garantie et non de droit, ainsi que la femme et non de toutes les personnes concernées, comme par exemple les hommes trans. Ouais, bien la peine d'apprendre aux enfants à toujours dire s'il te plaît, tiens. Voilà, ça c'était le MLF, mais en vulgaire. Et pour un petit coup de chialade final, voici l'hymne des femmes, écrit par les militantes du MLF et chanté par la compagnie D'ici là dans le cadre du projet ECHO au Stade Rennais en 2019, lors du match Chili-Suède de la Coupe du Monde féminine.